Le 19 février 1985, un avion de ligne de China Airlines traverse l'océan Pacifique à destination de Los Angeles. À 12 000 mètres d'altitude, il file vers le soleil levant. Pour les passagers et l'équipage, il est un peu plus de minuit. Un équipage de relève de 2 hommes est aux commandes de l'appareil qui est branché sur pilote automatique. L'équipage principal prend quelques heures de repos en milieu de voyage pour être en forme pour l'atterrissage. Mais le commandant Mu Mian-ho n'arrive pas à fermer l'œil. Bonjour, messieurs. Même s'il n'a pas encore officiellement repris son service, il retourne dans le poste de pilotage. Je vais vous tenir compagnie. Il n'est pas le seul à ne pas dormir. 2 amis, Seksan Canillo et Alex Knoll, font la fiesta. J'ai l'impression d'être en première classe. Seksan fête ses 30 ans. J'ai eu l'anniversaire le plus long car nos montres avaient reculé de 12 heures. On avait bu du champagne, on avait fait la fête à 12 500 mètres d'altitude. Peu de gens ont l'occasion de le faire. Bill Peacock, lui, voyage bien en première classe. Il sillonne le monde pour le compte du gouvernement américain. Il n'y avait rien de spécial, c'était un vol de routine. J'étais très bien installé en première classe, j'avais bouquiné et je m'étais endormi. L'avion approche de la côte californienne. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous servir le petit déjeuner. Pour ceux qui souhaitent régler leur montre, sachez qu'à Los Angeles, il est 7 heures du matin. Bien assis? Très bien, merci. Bonjour, commandant. Après un repos de 5 heures, l'équipage principal se retrouve dans le poste de pilotage. C'est alors que l'avion est secoué par un vent fort. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Nous traversons une zone de turbulence légère. Veuillez attacher votre ceinture. Le pilote automatique est programmé pour faire voler l'avion à environ 900 km à l'heure. Mais avec le vent, il est de plus en plus difficile de maintenir cette vitesse. Et ce vol chaotique devient vite plus inquiétant. Baisse de poussée moteur 4. Apparemment, il y a un problème. L'officier mécanicien navigant, l'OMN, essaie de pousser le régime. Mais rien ne se passe. Nous décélérons. Seksan Canillo remarque lui aussi quelque chose. La lumière de cette aile ne clignote plus. Et alors? Il me semblait qu'il y avait eu un clignotant sur l'extrémité de l'aile en forme de cône. Mais quand j'ai regardé, à ce moment-là, je ne l'ai plus vu. Sur celle-là, ça clignote encore. C'est pas ton rayon, vieux. Allez, détends-toi. Dans le poste de pilotage, la situation empire alors instantanément. Extinction moteur 4. Le turboréacteur cesse de fonctionner. Calculez une altitude de croisière sur 3 moteurs. Le problème du moteur 4 n'est pas vraiment une surprise. En effet, lors du briefing pré-vol, le commandant O a appris qu'une équipe de maintenance a dû le réparer. Il se peut donc qu'il ne fonctionne toujours pas correctement. On nous a signalé une anomalie sur le 4. Oui, C'est peut-être ça. Privé du moteur 4, l'avion continue de décélérer. Vitesse R 240. Appelez Auckland et demandez une altitude plus basse. Centre d'Auckland. Dynasty 006. Demandons nouvelle altitude. Dynasty 006, attendez. Rallumez le moteur 4. Oui, commandant. À cette altitude, l'oxygène étant rare, il y a peu de chances pour que le moteur 4 reparte.
Pas de réaction. Tandis que l'équipage essaie de rallumer le moteur, l'avion commence à s'incliner sur la droite. Dynasty 006, vous êtes autorisé à 240. On s'incline sur la droite. Vitesse Air 230. S'il continue de virer et de ralentir, l'avion risque de décrocher. Altitude hold débranché. À piquer. Espérant reprendre de la vitesse, le commandant Ho fait piquer le nez de son appareil. Mais rien n'y fait. Le 747 s'incline de plus en plus. Dynasty 006, centre d'Auckland, me recevez-vous? Vitesse Air 220. Nous penchons sur la droite. Je coupe le pilote automatique. À cet instant, Moumian Ho prend les commandes en manuel. Attachez vos ceintures. Le commandant se bat contre son volant. Mais l'avion ayant basculé dans une épaisse couche nuageuse, il ne voit plus l'horizon et il n'arrive pas à redresser l'appareil. Je n'ai plus d'ADI. Les ADI sont HS. On est hors limite. Quelques minutes après l'arrêt du moteur 4, le vol 006 décroche et se met à tomber comme une pierre. On était secoués comme du popcorn. On se cognait. Les plateaux, le thé chaud, les théières, les nouilles, tout ça volait dans tous les sens. Et les bagages frappaient les gens. On entendait des rivets claquer, comme si des balles frappaient l'extérieur de la carlingue, sauf que comme on était au milieu de l'océan, personne ne nous tirait dessus. À ce moment-là, on ignorait si on allait s'en sortir ou pas. Le commandant a perdu tout contrôle de l'avion qui se précipite vers le Pacifique. Quoi qu'il tente de faire, rien ne semble pouvoir enrayer la chute vertigineuse. Et l'appareil tombe de plus en plus vite. Les stewards, les hôtesses et ceux qui n'avaient pas attaché leur ceinture flottaient en l'air. Dynasty 006, Auckland, me recevez-vous? L'équipage est complètement dérouté par le comportement du 747. Perte de poussée moteur 1, 2 et 3. Pas de réaction. Dynasty 006, Auckland, me recevez-vous? Vitesse Air 270. 280. 290. Dynasty 006, Auckland, me recevez-vous? Tout en luttant contre les mouvements erratiques de l'avion, le mécanicien navigant tente de faire redémarrer le moteur 4. Pas d'allumage. Les hommes encaissent tellement de jets que l'OMN se retrouve plaqué sur le pupitre central des commandes. Dynasty 006, Auckland, me recevez-vous? Viens voir. À Auckland, les contrôleurs aériens constatent la chute de l'avion. En quelques secondes, il a perdu quasiment 3000 mètres. Altitude 370. 360. 350. En cabine aussi, l'augmentation des jets fait des ravages. J'ai fermé les yeux. Je pensais que j'allais mourir, que l'avion allait exploser en vol. Le Boeing 747 approche de sa VMO, sa vitesse d'exploitation maximum.
Après avoir traversé les nuages, il sort enfin de son piqué vertigineux. Mais quand il se redresse, les jets changent de direction. Et les gens qui pèsent maintenant 5 fois leur poids normal sont écrasés au sol. Je me souviens avoir regardé un monsieur chinois très digne qui était assis de l'autre côté du couloir par rapport à moi. Son visage coulait comme celui d'une statue de cire couchée sur le côté dans un musée en flammes. Tout son visage était étiré. L'équipage se bat toujours contre les commandes, mais l'avion commence à ralentir. Vitesse 190 nœuds, en baisse. Dynasty 006 Auckland, me recevez-vous? Vitesse 140 nœuds, en baisse. L'avion continue de descendre, mais moins vite. C'est peut-être le moment de reprendre le contrôle. Je savais qu'on était vraiment dans de sales draps, car les jets, au lieu d'être horizontaux, étaient passés à la verticale. On était donc écrasés dans nos sièges et non plus sur le côté. La vitesse continuant de diminuer, le mécanicien navigant tente désespérément d'atteindre la manette des gaz. Mais les moteurs ne répondent pas. Pas de réaction. Extinction des moteurs. Après avoir perdu 3000 mètres en 30 secondes, l'avion se remet à tomber. La deuxième fois, on a vraiment plongé. Vraiment à pic. Le changement de direction est brutal et les gens sont à nouveau aspirés vers l'avant du 747. L'avion était totalement incontrôlable et allait s'écraser. Tout un tas de trucs glissaient et volaient dans tous les sens. Ça faisait comme sur un bateau qui n'a plus de gouvernail et qui est ballotté au gré des vagues. Affreux. J'avais l'estomac dans la gorge. On sentait l'odeur de gens qui avaient uriné dans leurs pantalons. J'ai fait la paix avec Dieu. Je me suis dit, j'ai eu une vie merveilleuse et si elle doit finir, je suis prêt. Altitude 25 000 pieds. Vitesse 290. Tandis que l'avion pique en vrille vers l'océan, la vitesse R se remet à augmenter rapidement. Dynasty 006. L'équipage, luttant contre l'avion, 6 des appels de l'aiguilleur du ciel restent sans réponse. Les contraintes exercées par le plongeon arrachent les trappes de train d'atterrissage. Et en moins d'une minute, l'avion chute à nouveau de 6000 mètres. Tiens bon! Il m'a dit « Je t'aime, vieux ». Et j'ai répondu « Moi aussi ». On a dit adieu à nos épouses, il m'a dit qu'il donnait tout ce qui lui appartenait à sa femme et après, on a basculé nos sièges vers l'arrière. Altitude 15 000 pieds. En l'absence de tout horizon visible, le commandant haut ne sait ni où est le haut, ni où est le bas. Privé de toute référence, il ne peut donc pas enrayer les vrilles de l'avion. Mayday, Mayday. Après un plongeon de plusieurs milliers de mètres, l'avion finit par percer la couverture nuageuse. L'avion tombait et on avait l'impression de tenir une loupe. Tout à coup, les vagues sont apparues et ont grossi de plus en plus vite. C'était incroyable. Et j'ai cru qu'on allait mourir. Altitude 12 000 pieds. À cet instant, le commandant haut n'a plus que 30 secondes pour redresser le 747 avant qu'il ne s'abîme dans l'océan.
Je vois l'horizon. Altitude 10 000 pieds. Pour la première fois depuis le début des 2 plongeons, le commandant peut utiliser l'horizon pour se repérer et redresser l'avion. Mais les passagers font les frais de cette manœuvre. Ils sont écrasés dans leur siège sous l'effet de ce nouveau changement de direction brutale. Le nombre de jets était tel que, comme je pesais 90 kilos, je devais en faire 550. Dans cette course contre la montre, l'avion commence à prendre le dessus sur les éléments. L'ADI est revenu. Tandis que l'avion se stabilise, les ADI, les indicateurs directeurs d'assiette, reviennent à la normale. Et plus important encore, aussi mystérieusement qu'ils se sont arrêtés, 3 des moteurs repartent. Moteur 1, 2 et 3 rallumés. Pas le 4. Rallumez-le. Oui, commandant. Une fois de plus, l'OMN essaie de rallumer le moteur 4. Et cette fois, Moteur 4 rallumé. pour la première fois depuis plusieurs minutes, l'équipage reprend le contrôle du 747. Ils ont sauvé l'avion. Ils ont enrayé ces manœuvres acrobatiques à l'altitude de 9500 pieds. Ils sont sortis des nuages à 11 000 pieds et ils ont stabilisé l'avion à 9500. C'est un exploit en termes de pilotage. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Y a-t-il des blessés? Y a-t-il un médecin à bord? L'homme assis derrière moi était en sang car il s'était tapé contre la cabine. Le vol a continué et j'ai remarqué que tout l'avion était silencieux. Vraiment silencieux. Personne ou presque ne parlait. Ceux qui le faisaient murmuraient, car on ne savait toujours pas si on allait s'en tirer. Dynasty 006 a disparu, puis il est réapparu. Un nouveau contrôleur, Brian Campbell, assure désormais le suivi du vol China Airlines. Dynasty 006 Auckland, me recevez-vous? Contrôlez-vous l'avion. 006, nous contrôlons l'avion. Nous déclarons un Mayday. Nous sommes à 9000 pieds. 9000. Reçu. Nous vous voyons sur notre radar. Centre d'Auckland, Dynasty 006, nous contrôlons l'avion. Reçu. Moins de 10 minutes après le début de l'incident, tout semble rentrer dans l'ordre. Guidage radar pour reprendre notre cap. Je ne pouvais rien faire pour aider. C'est lui qui pilotait l'avion et je pouvais simplement lui donner une altitude à laquelle descendre et une destination. Il m'a semblé qu'il avait son avion bien en main. Dynasty 006, Auckland. Déclarez-vous une urgence. Voulez-vous être dérouté vers San Francisco? Négatif, Auckland. Les conditions de vol sont redevenues normales. Nous continuons vers Los Angeles. L'aiguilleur du ciel ordonne à l'avion de monter à 10 500 mètres d'altitude. Mais un nouveau problème se présente. Commandant, le train d'atterrissage est sorti et verrouillé. Vous pouvez le rentrer? Non, il n'y a plus d'hydraulique dans le système numéro 1. Les trains d'atterrissage de l'avion sont donc sortis. Et il y a une fuite du liquide hydraulique qui contrôle leur fonctionnement, ainsi que celui d'autres éléments du 747. Auckland, Dynasty 006, nous demandons une nouvelle autorisation pour nous maintenir au niveau de vol 270. Dynasty 006, Auckland, y a-t-il des blessés? Patientez, Auckland. Monsieur, ça va? Ma tête. Une personne est grièvement blessée et plus d'une vingtaine d'autres le sont légèrement. 006, il y a au moins 2 blessés à bord. Dynasty 006 Auckland, déclarez-vous une urgence. Voulez-vous être dérouté sur San Francisco? Patientez, Auckland. Centre d'Auckland, Dynasty 006.
Nous déclarons une urgence et demandons à être déroutés directement sur San Francisco. On a écarté du chemin tous les autres avions. On a libéré une piste. Personne n'avait besoin d'attendre et le vol 006 pouvait donc se poser tout de suite. Dynasty 006, centre d'Oakland, autorisation de descendre à votre initiative. Il y a des blessés à bord et l'avion lui-même est en piteux état. Les gouvernails de profondeur qui permettent de contrôler l'altitude ne fonctionnent apparemment plus. Et sans eux, poser l'avion en toute sécurité s'annonce extrêmement difficile. Le problème, c'est que c'est un très gros avion et qu'il réagit très très lentement. Donc, on a du mal à le tenir et on risque de s'abîmer dans l'océan. Il faut garder son sang-froid. Le commandant O doit se poser en modulant la poussée des moteurs. Avoir réussi à stopper le plongeon vers la mort n'aura servi à rien s'il commet la moindre erreur à ce stade du vol. L'équipage pensait pourtant avoir réussi le plus difficile en stabilisant le 747 devenu fou. Pas de réaction. Extinction des moteurs. Mayday, Mayday! Mais l'équipage ignore encore que l'avion est sérieusement endommagé. Et quand il le découvre, le commandant doit procéder à une sorte de chute contrôlée en direction de la piste d'atterrissage. Lors de l'approche, nous avons survolé une maison d'Atherton où j'avais vécu et où mes enfants étaient nés. Et je me suis dit, si on n'y arrive pas ou si l'avion explose à l'atterrissage parce qu'il a été trop endommagé, au moins j'aurais revu ça. Il a réussi un des meilleurs atterrissages que j'ai vécu. Il s'est posé à la perfection. Mesdames et messieurs, ici le commandant O. J'espère que vous avez fait un bon voyage et que vous avez apprécié ce vol. Sans histoire. Merci d'avoir choisi China Airlines. C'était notre héros. Il nous avait sauvé la vie. On était tombés d'on ne savait pas combien. C'était un héros et tout allait bien. Au sol, on ne peut que constater l'ampleur des dégâts. J'ai vu cet appareil énorme et particulièrement complexe sur le tarmac. Il est plus gros que bien des bâtiments et il en manquait des morceaux. Des morceaux de la queue avaient été arrachés comme si elle avait été ravagée par une tornade ou frappée par une grue de démolition. Ça donnait à réfléchir. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'équipage a eu autant de mal à poser le 747. Des pans entiers de la queue ont disparu, arrachés par la violence du plongeon ou déchiquetés par les trappes de train d'atterrissage. Si les dégâts avaient été plus importants, le pilote n'aurait jamais pu reprendre le contrôle de l'avion. 25 passagers souffrent de blessures légères et une seule personne est brièvement hospitalisée. La catastrophe a été évitée de justesse. Mais comment a-t-elle failli avoir lieu? Une équipe du NTSB, l'homologue américain du bureau d'enquête et d'analyse, arrive le jour même pour commencer son enquête. L'enregistreur phonique est expédié à Washington, mais il est conçu pour réenregistrer sur la même bande toutes les 30 minutes. Il ne reste donc rien de ce qui s'est passé dans le cockpit au moment du plongeon. Sans l'enregistreur phonique, il a fallu reconstituer ce que l'équipage avait dit.
comment il avait interprété les événements et deviné ce qui s'était passé du mieux qu'on pouvait en s'appuyant sur les autres données à notre disposition. L'enregistrement du comportement de l'avion est normalement disponible dans l'enregistreur de paramètres. Mais là encore, il y a un problème. Cet appareil a été soumis à des contraintes sans précédent lors du plongeon et victime de coupures de courant. Il y a donc des trous dans l'enregistrement. Les renseignements de cette boîte noire doivent donc être reconstitués petit à petit. Les débuts de l'enquête s'annoncent difficiles. Le NTSB commence avec ce dont il dispose. Passagers et membres d'équipage ont signalé que juste avant la panne du moteur 4, l'avion a traversé une zone de turbulence inattendue. Faut-il y voir la cause de la panne moteur? Les photos satellites montrent effectivement qu'il y avait de fortes turbulences au-dessus du Pacifique. Mais elles n'étaient pas suffisantes pour provoquer un arrêt intempestif du turboréacteur. Les 4 moteurs du 747 sont donc testés. Il s'avère que même après le terrible plongeon, ils fonctionnent correctement. Compte tenu des problèmes concernant le moteur 4 signalés avant le décollage, celui-ci fait l'objet d'une attention particulière. Il y avait eu une anomalie sur un des moteurs et l'équipage avait cru qu'il s'était éteint ou qu'il avait un gros problème. L'usure sur un des débitmètres est mesurée. Elle n'est que de 0,01 cm, mais c'est suffisant pour réduire l'approvisionnement en carburant du moteur 4. Baisse de poussée moteur 4. Les enquêteurs concluent qu'à 12 000 mètres d'altitude, ce turboréacteur a effectivement fourni une poussée réduite. Ce même turboréacteur avait fait l'objet de 2 entrées dans le journal de bord la semaine précédant le vol. Peut-être n'a-t-il pas été correctement réparé. Le NTSB décide donc de se pencher plus avant sur le carnet d'entretien du moteur 4. On nous a signalé une anomalie sur le 4. Oui, c'est peut-être ça. Mais après des semaines d'études, le NTSB conclut qu'il n'y avait pas lieu de remplacer le moteur 4 et que toutes les réparations ont été effectuées dans les règles de l'art. L'incident n'a donc pas eu lieu à cause d'un turboréacteur défectueux. Qui plus est, avec la perte d'un seul moteur, l'avion n'aurait pas dû connaître des problèmes pareils. Extinction moteur 4. Le 747 a été conçu pour pouvoir voler avec seulement 3 moteurs. La perte de poussée sur un moteur d'un quadri-réacteur est un événement mineur. C'est à surveiller, mais le déséquilibre est facile à compenser et l'avion peut voler avec 3 moteurs sans difficulté. On s'incline sur la droite. Vitesse R230. L'avion est tout à fait en mesure de voler. Son rendement est moins bon car il se retrouve avec un poids mort qui produit une forte traînée et plus aucune poussée. Mais même s'il consomme plus de carburant au kilomètre, il peut voler normalement. Calculez une altitude de croisière sur 3 moteurs. Oui, commandant. En cas de panne de ce genre, il y a des procédures à respecter. Mais l'équipage de China Airlines ne les a pas suivies et a essayé immédiatement de rallumer le turboréacteur avant de réduire l'altitude de l'avion. Rallumez le moteur 4. Bien, commandant. Ils ont essayé de le rallumer à une altitude bien trop élevée. On doit essayer de rallumer un moteur en dessous de 30 000 pieds, mais eux étaient encore à 41 000 pieds. Je trouve curieux qu'ils n'aient pas suivi la procédure normale de rallumage. Ils ont essayé de le faire à une altitude où, selon toute probabilité, le moteur n'allait pas repartir. Pas de réaction. Certes, c'est une erreur, mais elle n'aurait pas dû conduire au plongeon de l'avion. Dans ce cas, comment un problème aisément gérable a-t-il dégénéré à ce point? Je n'ai plus d'ADI. Les ADI sont HS. On est hors limite. Pour savoir ce qui s'est passé dans le cockpit, les enquêteurs interrogent les 3 membres d'équipage. J'ai entendu le commandant dire que l'ADI était en panne. Puis j'ai vu que l'ADI de secours était lui aussi hors limite.
L'équipage explique que les ADI qui indiquent l'altitude de l'avion ne fonctionnaient plus. En regardant les cadrans, ils ont dû se dire que forcément les indications n'étaient pas bonnes et que par conséquent leurs instruments étaient en panne. L'ADI montrait une position tellement improbable qu'il s'agissait forcément d'une panne de cet appareil. Ça ne pouvait pas être ce que l'avion faisait. Mais lorsque les enquêteurs analysent les ADI, il s'avère qu'ils fonctionnent tous normalement. Quand on a commencé à s'incliner sur la droite, le moteur 4 s'était déjà éteint. On s'est mis à descendre plus vite et les moteurs 1, 2 et 3 sont eux aussi tombés en panne. Extinction moteur 1, 2 et 3. Les enquêteurs du NTSB sont encore plus perplexes lorsque l'équipage leur explique que tous les moteurs étaient tombés en panne. En effet, l'enregistreur de paramètres indique que, hormis le moteur 4, les 3 autres moteurs ont fonctionné pendant tout le vol. Pas d'allumage. Si les 4 moteurs étaient tombés en panne, il y aurait eu tout un tas d'autres problèmes, comme une dépressurisation en cabine. Or, rien de tout ça n'a eu lieu. Moteur 1, 2 et 3 rallumés. Finalement, quand on a perdu de l'altitude, les moteurs 1, 2 et 3 sont repartis et nous avons pu rallumer le 4. 4 rallumés. À la fin du plongeon, l'équipage dispose à nouveau d'un avion fonctionnant à pleine puissance. C'est un retournement de situation exceptionnel, mais pour les enquêteurs, c'est un casse-tête. L'histoire racontée par l'équipage ne colle pas aux éléments qu'ils ont retrouvés. Finalement, au bout de plusieurs mois d'enquête, le NTSB finit par reconstituer ce qui a failli devenir une catastrophe. Cette reconstitution s'inspire à la fois des éléments tirés de l'enregistreur de paramètres, des interrogatoires et des transcriptions des échanges radio avec le contrôle aérien. À l'issue de ce travail, une seule conclusion s'impose. Hormis un problème mineur sur une petite soupape, le 747 fonctionnait parfaitement avant de se mettre à tomber comme une pierre. Ce sont des décisions tragiques prises par l'équipage qui ont failli conduire à un drame. Juste après 10 heures, heure locale, le moteur 4 perd de la puissance. Baisse de poussée moteur 4. Le mécanicien navigant s'efforce de résoudre le problème. Mais les enquêteurs découvrent qu'il oublie une étape fondamentale. Il laisse une soupape de prélèvement d'air ouverte. Elle sert à détourner de l'air du moteur pour refroidir l'avion. Mais lorsqu'un moteur fonctionne mal, il faut fermer cette soupape pour que le turboréacteur utilise tout l'air à sa disposition pour redémarrer. Il est un peu surprenant que le mécanicien navigant n'ait pas fermé la soupape de prélèvement d'air. Selon moi, s'il ne l'a pas fait, c'est très certainement parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui donne l'ordre de rallumer le moteur à 41 000 pieds. Aussi, lorsque le commandant lui a ordonné de le faire, l'OMN n'avait pas terminé sa checklist et il faisait les choses dans le désordre. C'est pour ça qu'il a oublié de fermer cette soupape. Et au final, le moteur qui a du mal à redémarrer ne redémarre plus du tout. À son insu, le mécanicien navigant a déclenché une bombe à retardement. Le moteur 4 ne peut plus rester allumé. Nous décélérons. La puissance moteur étant plus importante sur l'aile gauche que sur l'aile droite, l'avion se met à tourner. Pour l'empêcher d'appuyer à droite, il aurait fallu agir sur le gouvernail de direction. Ça aurait produit une force de torsion, si on peut dire, qui aurait compensé le déséquilibre de puissance des moteurs. Mais au lieu d'utiliser le gouvernail de direction, le commandant O laisse le pilote automatique faire son travail. Or, cet appareil est conçu pour ne pas faire fonctionner le gouvernail de direction. Il peut seulement actionner les ailerons et les spoilers, mais ces volets ne suffisent pas à compenser le déséquilibre de puissance. En conséquence, l'avion s'incline de plus en plus. Il a peut-être oublié que le pilote automatique n'actionnait pas le gouvernail et supposé à tort que cet appareil agissait comme un pilote de chair et de sang.
Extinction moteur 4. Les enquêteurs découvrent qu'après la perte de puissance du moteur 4, le commandant O laisse le pilote automatique branché. Il ne prend pas totalement le contrôle de l'avion. Et il n'actionne pas non plus le gouvernail avec son pied gauche. Vitesse R 240. Il n'a pas utilisé le gouvernail de direction pour compenser le manque de poussée du moteur droit extérieur. L'avion a commencé à décélérer et de fil en aiguille, c'est cette petite erreur de pilotage, le fait qu'il n'ait pas appuyé sur la pédale de gauche, qui a déclenché tout le reste. Rallumez le moteur 4. Bien, commandant. Au lieu de prendre les commandes, Moumian O semble se concentrer sur le problème moteur, quelque chose que son OMN aurait pu gérer lui-même. Pas de réaction. Il est capital de se concentrer sur le pilotage proprement dit. Or, on constate très régulièrement qu'un équipage en vient à se focaliser sur un problème. Dans ce cas-là, un souci moteur, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, et qu'il oublie de piloter l'avion. Et dès lors, personne n'est plus en mesure de gérer ce qui arrive à l'avion. Le 747 aborde une phase critique. Il va basculer sur le côté et se mettre à piquer. Pour le NTSB, le commandant était tellement concentré sur l'indicateur de vitesse R qu'il ne s'est pas occupé du cadran situé juste à côté, l'indicateur d'assiette. Cet instrument l'aurait pourtant averti que l'avion commençait à présenter un roulis alarmant sur la droite. Ils se sont concentrés sur un élément du phénomène et ont perdu de vue l'ensemble. En perdant cette vision d'ensemble, ils ont apparemment également oublié une partie très importante du vol aux instruments, le T basique. Il faut regarder tous les cadrans principaux les uns après les autres, et quoi qu'il se passe, il faut constamment les avoir tous à l'œil. Pendant le plongeon, l'avion est noyé dans les nuages. Privé de repères visuels, l'équipage s'en tient à la lecture de ses instruments pour redresser l'avion. Je n'ai plus d'ADI. Les enquêteurs pensent que l'équipage s'est retrouvé complètement désorienté et qu'il a conclu que ses instruments étaient en panne. Les trois hommes ne croyaient tout simplement pas ce qu'ils voyaient. Et ils ont conclu que les indicateurs d'assiette ne fonctionnaient plus. Or, ça n'était pas le cas. L'avion faisait bien des acrobaties. Si les membres d'équipage ont cru à quelque chose d'aussi invraisemblable qu'une panne simultanée et identique de tous les indicateurs d'assiette, c'est que la façon dont ces appareils se sont mis à fonctionner était si inattendue et si étrange que ça ne pouvait apparemment pas correspondre au comportement de l'avion. Et pourtant, l'appareil avait bien basculé sur le dos avant de se mettre à plonger, ce que les Boeing 747 ne font généralement pas. Tandis que l'avion pique vers le Pacifique, une autre erreur de jugement survient. L'ADI de secours était lui aussi hors limite. J'ai essayé de rallumer. Pendant les interrogatoires, le mécanicien navigant a expliqué que les trois moteurs de l'avion qui fonctionnaient sont tombés en panne. On s'est mis à descendre plus vite et les moteurs 1, 2 et 3 sont eux aussi tombés en panne. Or, l'enregistreur de paramètres indique que ces trois moteurs fonctionnaient. Dans le feu de l'action, l'OMN a commis une erreur énorme. Perte de poussée moteur 1, 2 et 3. L'enquête révèle que pendant le plongeon, la poussée s'était considérablement réduite, mais pas à cause d'un problème moteur. La manette des gaz avait été positionnée sur ralenti pour essayer d'enrayer la chute effrénée de l'avion. Mais le mécanicien navigant ne s'en était pas rendu compte. On peut comprendre pourquoi le mécanicien navigant a été perturbé par cette situation. S'il n'a pas vu le commandant mettre la manette sur ralenti, il a logiquement conclu que le fait que les moteurs tournent au ralenti résultait d'un problème et non d'une manœuvre intentionnelle. Les enquêteurs pensent également savoir pourquoi les moteurs n'ont pas fourni plus de poussée lorsque l'OMN a essayé de les rallumer. La froidure qui règne à 9000 mètres d'altitude a retardé leur réaction. Pas de réaction! Mais dans le feu de l'action, l'OMN a pu interpréter la lenteur de leur réaction comme l'indication supplémentaire d'une panne.
Le NTSB découvre effectivement que des cadrans du panneau mécanicien, situés derrière l'OMN, montraient que 3 des moteurs sur 4 fonctionnaient encore. Mais la gravité était devenue si forte que le mécanicien navigant ne pouvait pas regarder en arrière. Il a donc fallu plusieurs mois d'enquête minutieuse au NTSB pour comprendre ce qui s'est déroulé dans le poste de pilotage de l'appareil. En revanche, ce que les enquêteurs ne comprennent toujours pas, c'est le pourquoi d'un tel événement. Les dossiers médicaux de l'équipage sont passés au peigne fin. Le commandant souffre-t-il d'un trouble susceptible d'expliquer son comportement? Apparemment pas. Il ne s'agissait pas d'amateurs qui avaient gagné un voyage en 747, mais d'un équipage entraîné et expérimenté qui comptait des milliers d'heures de vol. Comment des hommes aussi chevronnés ont-ils pu accumuler tant d'erreurs? La réponse se trouve dans les heures qui précèdent l'incident. Ce que les enquêteurs découvrent, c'est une menace qui pèse sur les pilotes du monde entier. Et il est urgent d'y remédier, car ces petites erreurs ont bien failli condamner le vol China Airlines 006. En effet, la chute de près de 10 000 mètres aurait tout à fait pu se solder par un crash en plein océan Pacifique. Fort heureusement, l'équipage a pu reprendre le contrôle malgré l'état de l'avion et aucune victime n'a été à déplorer. Après avoir découvert l'enchaînement d'erreurs qui a conduit à cet incident, le NTSB comprend enfin comment l'équipage en est arrivé là. Les enquêteurs analysent tous les facteurs qui influent sur le comportement humain, y compris un domaine de recherche tout nouveau à l'époque. Pour la première fois dans un rapport, pour autant que je sache, les rythmes circadiens et biologiques, c'est-à-dire le fonctionnement de jour et de nuit de l'organisme, ont été tout particulièrement pris en compte. C'est une cause possible, permettant d'expliquer pourquoi un commandant de Boeing 747 très chevronné n'a pas remarqué des choses qui auraient semblé évidentes à d'autres pilotes. Comme le fait, par exemple, que son avion s'était renversé sur le dos pendant que lui essayait de résoudre un simple problème de moteur. Le commandant O a bien bénéficié de ses 15 heures de repos obligatoires avant le vol. Mais les enquêteurs du NTSB se penchent sur son planning de la nuit précédant son décollage pour Los Angeles. Je ne pense pas que j'étais fatigué. Mais je ne peux pas dire que j'ai bien dormi pendant le vol. L'incident s'est produit vers 2 heures du matin, heure locale. Et ça n'est pas anodin. La plupart des gens dorment à une heure pareille. Donc l'incident s'est produit en plein pendant son cycle circadien, au moment où habituellement son organisme était dans son sommeil le plus profond. Il était allé dans la zone de repos de l'équipage pendant 4 ou 5 heures. Il y avait dormi pendant 2 heures, mais il a dit qu'il ne dormait jamais bien en avion. Un commandant ne dort jamais bien pendant un vol. Je travaille depuis de nombreuses années pour cette compagnie, mais je n'ai jamais eu de problème pareil. Ça sonne très vrai. C'est difficile de bien dormir dans un avion, surtout quand vous en êtes le responsable. Donc on avait un équipage composé de 3 hommes très qualifiés, mais ils volaient à des horaires qui risquaient de les faire souffrir des effets pervers de la fatigue. Lors de ces 6 vols des 6 jours précédents, le commandant O est passé par 18 fuseaux horaires différents. Je vais vous tenir compagnie. Les recherches du NTSB font apparaître que la désynchronisation, le décalage horaire, est une explication possible. Tous ces facteurs ont certainement contribué à ce qu'il ne pilote pas au mieux de ses capacités. Les enquêteurs s'intéressent également aux appareils censés faciliter les vols longue distance.
Calculez une altitude de croisière sur 3 moteurs. Oui, commandant. Il y a des hommes dans le poste de pilotage, car nous croyons que dans des circonstances que personne n'a prévues, l'être humain peut réagir pour résoudre en temps réel ce problème auquel personne n'a pensé. Les systèmes automatisés ne peuvent pas résoudre les difficultés inattendues en temps réel de la même façon. Le NTSB prend donc en compte la fatigue liée au vol et la monotonie de la tâche du commandant. On s'incline sur la droite. Je débranche le pilote automatique. Il s'est appuyé trop longtemps sur le pilote automatique. Au moment où il aurait dû prendre le contrôle manuellement, il a fait confiance aux appareils de bord. À l'évidence, l'équipage n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est une erreur du pilote. À la suite de l'incident du vol 006 et d'autres survenus à la même époque, les avionneurs ont revu la conception de leurs appareils de bord. Le principe de l'automation, c'est d'aider l'humain à faire son travail. Elle l'aide à piloter l'avion de l'embarquement jusqu'au débarquement. Boeing a mis à profit cet incident pour dire « Nous voulons que l'équipage conserve une autorité complète et qu'il puisse actionner les commandes autant qu'il est physiquement possible de le faire. Il doit pouvoir le faire, même si ça fait souffrir l'avion. Mieux vaut procéder ainsi que réduire l'autorité du pilote et l'obliger à se demander si c'est lui qui commande ou si c'est l'ordinateur de bord. » Mais quelles que soient les erreurs commises par l'équipage ce jour-là, il a aussi réussi l'impossible. Ces 3 hommes ont bien piloté, ils ont bien travaillé. Ils ont fait une bonne approche. Ils ont fait attention, car ils savaient que leur avion avait été endommagé, même s'ils ignoraient l'ampleur des dégâts. Et ils ont manœuvré en douceur, tout en s'assurant qu'ils ne rencontreraient pas de problèmes supplémentaires au moment de l'atterrissage. Leur grande réussite, et il suffit parfois d'une seule grande réussite, c'est d'avoir sauvé l'avion. En principe, c'est la seule chose qu'il faut réussir lorsqu'un avion a un problème. Sauver l'appareil pour sauver ses passagers. Et c'est ce qu'ils ont fait. Comment oublier un truc pareil? J'ai survécu. Donc c'est difficile pour moi d'oublier que j'ai eu de la chance et que mon heure n'avait pas sonné. Le pilote nous a sauvé la vie. Il nous a mis dans le pétrin, mais il nous en a sortis. Et dans cette histoire, il y a peut-être aussi un autre héros, le Boeing 747 lui-même. Il a accompli des manœuvres et encaissé des contraintes qui dépassaient de loin ses limites. Pourtant, sa cellule a résisté et l'avion a pu se poser en toute sécurité.